Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Data Buzzword. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Étienne Mangui, qui est un spécialiste Ceph. Alors Ceph, qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti. Salut Étienne, comment ça va? Bah écoute Jean-Louis, ça va très bien et toi? Ça va super. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2 minutes? Ouais, bien sûr. Donc Étienne Mangui, donc je travaille au VH depuis un peu plus de 3 ans maintenant. J'ai commencé par travailler sur OpenStack Swift, le produit du projet OpenStack qui permet de faire de l'object storage. Et depuis bientôt 3 ans, je travaille sur la partie Ceph qu'on utilise pour notre offre block storage, notamment sur le public cloud. Donc en fait, Swift c'est un peu l'équivalent de S3 chez Amazon mais en open source. C'est en effet, c'est similaire. C'est une API qui est différente avec des fonctionnalités similaires. D'ailleurs, quand on utilise OpenStack Swift, on peut bénéficier de l'API S3 et d'utiliser une grande partie des API S3. Là aujourd'hui, on vient donc du coup pour discuter un petit peu de Ceph, qui est ta spécialité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Ceph, qu'est-ce que c'est exactement comme techno, d'où ça vient, c'est quoi l'origine du projet, et puis qu'est-ce que c'est devenu avec le temps? Bien sûr. Donc Ceph, c'est un logiciel qui permet de déployer un cluster de stockage distribué. Ça va reposer sur ce qu'on appelle de l'object storage. Mais une des particularités de Ceph, c'est qu'on va pouvoir proposer de l'object storage, mais aussi du bloc et aussi du file system. Je vous expliquerai après, je pense, la différence entre les trois. Donc d'un point de vue historique, c'est un projet assez ancien. Ça a commencé en 2004 par le créateur de Ceph qui s'appelle Sage Whale, qui a fait Il était dans un laboratoire de recherche et ils avaient besoin, il me semble, d'avoir un serveur de métadonnées. Donc à l'époque, ils voulaient surtout aussi faire du file system. Donc, assez étrangement, on va dire, c'est la dernière brique stable du projet Ceph, c'est le file system, alors que c'était le souhait de départ. En 2006, le code passe en open source, en LGPL, et en 2007, Sage soutient sa thèse, avec notamment où il explique le principe de Ceph, le fonctionnement, mais aussi de deux composants qu'on appelle Rados et Crush, deux éléments importants que je pourrais présenter plus tard. Et en fait, est-ce que tu sais quelle université c'était? Oui, Californie de mémoire, mais j'en suis pas Encore les Américains! Faudrait... Ah bah là, oui, Je plaisante. complètement. Ok, et donc là, c'est dans la fondation, une fondation Ceph, Oui, à l'époque, peut-être plus maintenant, qui a été rattachée à la fondation Linux. actuellement, c'est rattaché à la fondation Linux, en effet. Ce qui s'est passé, c'est que en 2012, il y a une société qui s'appelle Inktank qui a été créée par Sage, puisqu'à l'époque, Ceph était surtout rattaché à une entreprise qu'on appelle Dreamhost, une entreprise américaine qui propose du cloud et l'hébergement web. Et donc, ils avaient ce besoin de stockage en interne, ils ont travaillé sur Ceph. Et en 2012, le projet Ceph prenant de l'ampleur, ils ont décidé de séparer les deux. Et Inktank a été créé pour proposer du support, de la formation sur Donc Ceph. c'est un peu comme Red Hat en fait, en quelque sorte. Inktank? Ouais. Non, c'était une société qui était là uniquement pour produire Ceph. Mais d'ailleurs, Red Hat a racheté Inktank en 2014. Ok, donc finalement c'est quoi? C'est prendre du open source, je mets du support dessus, j'en fais une société, je fais des sous avec, Oui, tout en gardant la propriété, sans garder la propriété intellectuelle, donc en laissant le système open source, quoi. ah oui, de toute façon, il y a toujours eu cette idée de communauté au sein du projet Ceph. Et c'est aussi pour ça que, il y a quelques mois, la fondation Ceph a été créée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le projet Ceph n'est plus rattaché à un seul vendeur, qui était Red Hat, mais bien D'accord, à c'était l'ensemble rattaché du projet. directement à Red Hat à Ça l'époque. appartenait à Red Hat. Ceph D'accord, appartenait à Inktank et Inktank appartenait ok. à Red Hat. Et aujourd'hui, qui sont les membres dans la fondation? Donc il y a différents membres. Il y a des membres de tout horizon. Donc on va retrouver par exemple des solutions packagées au niveau des OS. Donc on a Red Hat, SUSE et Canonical. On va aussi avoir des vendeurs de stockage. Donc on retrouve par exemple Intel et Western Digital. Ok. On va retrouver des appliances physiques. Donc par exemple SoftIron ou Xsky. Donc c'est quoi exactement ça, des appliances physiques? C'est-à-dire c'est des baies que vous avez juste à mettre dans vos racks et vous avez une interface et ça juste marche. D'accord, et donc eux vendent le hardware avec directement Oui, de l'implémentation de Ceph. si je dis pas de bêtises, c'est grâce à la licence LGPL où on peut packager Ceph au sein de logiciels propriétaires sans pour autant mettre tout le reste du logiciel en open source. Pardon. Est-ce que tu payes quand même des fees? Ah là, bien sûr, oui. Ils payent des fees. C'est important les fees? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire Bah par payer des fees? est-ce que tu donnes des sous à la fondation? Non. Non, ah donc tu peux Ah faire de non. la thune avec. Ah oui, bien sûr. Ok, C'est l'intérêt de la licence LGPL. d'accord. D'ailleurs, on fera un épisode sur les licences parce que y a beaucoup de questions sur ces sujets-là. Notamment avec MongoDB, je pense en ce moment. Ouais, Mongo, Kafka, il y a beaucoup de sujets. Donc je t'ai coupé. Donc tu avais la partie hardware Oui, et donc il y a, j'imagine, les cloud providers aussi. oui, on retrouve par exemple donc OVH et DigitalOcean qui tous les deux vont utiliser Ceph pour leur offre public cloud.
Et après, on va avoir des gros utilisateurs. Par exemple, qu'on a China Telecom, j'ai un petit doute. Il me semble qu'ils sont aussi membres au premier. Et on a aussi ce qu'on appelle des membres associés. Donc là, ça va plutôt être du milieu universitaire. Donc par exemple, le CERN, qui utilise Ceph pour D'accord. le LHC. Ah ouais, Ils ont une incroyable. infrastructure assez sympathique. Ouais. Et par exemple, on a aussi le laboratoire d'un observatoire en Afrique du Sud, où ils ont énormément de satellites. Et tout repose sur Ceph également. Ah, donc c'est fait vraiment pour du stockage à quantité énorme. Et les fichiers, est-ce qu'ils sont limités en taille ou pas? Parce que les images satellites, j'imagine que c'est des trucs assez énormes, Alors, l'image en tant que je telle. pense que dans leur cas, je suis pas certain, mais je pense qu'ils utilisent l'object storage. Et quand on fait de l'object storage, on est capable de créer ce qu'on appelle un DLO, ou un Dynamic Large Object, ou un SLO, Single Large Object, c'est-à-dire qu'on va pouvoir exposer un objet, mais qui en réalité va être composé de plusieurs objets. Et donc, à ma connaissance, il n'y a pas réellement de limite dans la taille d'un objet. Ok, super. Donc ça nous rattache un petit peu à l'épisode qu'on avait fait où on parlait de HPC. On discutait de lustre. C'est une manière différente d'implémenter aussi la façon de travailler sur des objets assez larges. Alors, je connais pas assez bien Lustre pour te répondre. Je pense que Lustre, c'est... On renvoie à l'épisode sur Lustre sur le sujet, mais c'était super intéressant. On discutait de la manière dont Lustre était directement un file system. Et il disait, enfin, Benjamin, donc, qui était venu à l'émission, disait que Lustre, en fait, c'est un single fichier. Tu peux venir éditer la ligne en question. Oui. Une ligne qui t'intéresse. C'est pas le cas d'un object storage. Bah d'ailleurs, je pense qu'on peut peut-être expliquer la différence entre objet, Allons-y. bloc et file system. Le plus simple, on va dire le file system. Donc, par exemple, c'est l'Ext4 sur votre PC, le NTFS, le NFS. Donc c'est facile d'utilisation, finalement, vous le configurez, ça a juste marche, vous pouvez commencer à manipuler. Ah, tu peux m'expliquer, alors on va repartir du disque. Je te coupe un peu, mais. Bah, le disque, c'est le block storage. Juste. Ah, pardon, c'est le bloc, oui. Donc là, c'est un block storage, c'est un disque que vous allez brancher sur votre serveur, sur votre PC. Donc j'ai un disque, je le branche sur mon PC. Première chose qui se passe, je vais le voir apparaître. Oui, mais il va falloir le formater. Il va falloir le formater. Il va falloir le formater un système de fichiers, un file system par-dessus. Le file system, ça peut être différents formats que tu vas avoir, oui. que tu vas me dire là, c'est X4. Ext4, BTRFS, XFS. Ok, donc on a fait le file system. Ensuite, c'est quoi l'autre sujet? L'object storage. Donc là, l'object storage, c'est différent puisque on va y accéder via une API REST en HTTP. Toujours? Alors, oui. Alors, sur Ceph, il y a deux manières de consommer l'object storage. On peut le faire via cette API Swift ou S3, qui sont toutes les deux des API REST HTTP. Mais il y a aussi une API plus bas niveau, qu'on appelle la Librados, où là, on va pouvoir faire des opérations beaucoup plus fines, mais c'est moins simple, c'est plus difficile à utiliser. Un exemple concret, si je vais héberger sur mon site des images, l'object storage s'y prête bien. Là, je vais devoir passer par l'API HTTP REST. Ce sera beaucoup plus simple. Ok, donc là, on a fait l'object. Et c'est quoi le troisième, le bloc? Le bloc. Donc, block storage, c'est un disque que vous branchez sur votre PC. Il faut le formater, mettre un file system. Donc, c'est en dessous du file system. Oui. Après, on pourrait se demander pourquoi utiliser du bloc quand je peux juste utiliser un file system. Le bloc, au final, a des avantages qu'on ne retrouve pas dans le file system. Ça répond à des besoins différents. Une image RBD, c'est le nom du bloc sur Ceph, on va pouvoir faire des snapshots. On va pouvoir faire du scene provisioning. C'est-à-dire que si j'ai 1000 clients qui créent une image de 1 Tera, je ne vais pas provisionner 1000 fois 1 Tera sur mon serveur. S'ils ne stockent rien, de mon côté, sur mon serveur, je ne vais rien stocker. On peut provisionner une fois 1000 Tera, mais on ne peut pas provisionner une fois 1 Tera. Exactement. Ok, donc on a la différence entre les trois. Aujourd'hui, si je veux installer un système d'object storage comme Ceph, il faut quand même que j'ai des file systems dessous pour soutenir tout ça. Ça ne va pas interagir directement avec le disque. Il faut bien qu'il y ait une couche, entre guillemets, interopérabilité avec l'OS. C'est en pleine transition, puisque il y a encore, on va dire, 1 an, le système, par défaut, c'était ce qu'on appelait FileStore, la technologie pour stocker les données. Et FileStore, lui, se reposait sur un file system, donc XFS de mémoire pour les dernières versions. Aujourd'hui, c'est différent, on utilise ce qu'on appelle BlueStore, où on va directement aller attaquer le stockage en RAW. Donc on va directement aller chercher les données au bon endroit. La petite subtilité, c'est qu'on va quand même créer un petit file system à côté, qui va permettre de stocker toutes les métadatas. Ça, c'est toujours dans Ceph ou c'est nouveau à Ceph, le fait d'avoir un stockage à côté? Non, ça c'est lié à BlueStore, au stockage en RAW directement sur le disque. En RAW directement sur le disque. Oui. En fait, c'est un index qui va te permettre de savoir de quel objet se trouve sur quel bloc. Oui. Mais alors, on avait des discussions off avant et tu m'avais dit que là, il y avait une magie dans Ceph, puisqu'on en vient à parler de metadata. Alors, je pense que tu fais référence à l'algorithme Crush. Mais oui. Donc, je vais pouvoir expliquer ce que c'est justement Crush et Rados. Alors déjà, commence par Ceph. Dis-nous comment
Donc là, tu viens de nous expliquer comment on peut stocker directement sur le disque sans passer par du FS. Oui. Mais actuellement, Ceph ne fonctionne pas comme ça. Actuellement, Si, il fonctionne déjà comme ça. si vous prenez la dernière version stable, c'est ce que vous aurez. Ok, la dernière On version peut stable. choisir, hein, mais par défaut, ça va déployer sur Booster. Donc par défaut, c'est sur Booster depuis Mm. la dernière version. Il me semble, en tout cas, c'est récent. C'est une Vu question. qu'on bypass Ah, non. le FS sur les dernières versions, sur la version d'avant, c'était un layer au-dessus du FS. Il y avait un file system Ouais, et on utilisait les metadata XFS de mémoire. d'accord. Non, on pouvait utiliser les metadata XFS ou alors on pouvait stocker dans du RocksDB une base de données clé-valeur à côté. De mémoire, ça dépendait de la taille des metadata. Je sais pas, Donc ça pas fonctionnait comment avant exactement quand je faisais un call REST par exemple pour enregistrer une donnée? Alors, il faut distinguer plusieurs choses en fait. Ceph de base, c'est constitué de la partie Rados. C'est deux composants principaux de Ceph. Donc c'est les OSD, OSD qui veut dire Object Store Daemon. Les OSD, ils servent à gérer tout ce qui est I/O. Donc Ok. moi, je suis un client, je veux accéder à une donnée, je vais contacter l'OSD, je vais lui dire donne-moi tel objet. Et à côté de ça, on a les monitors, qui vont s'assurer que les OSD, les monitors dans le cluster, soient bien présents, répondent bien et sont en bonne santé. Si je veux faire de l'object storage, je vais devoir ajouter un composant. Quand je fais du Rados, j'ai uniquement accès finalement à ce qu'on appelle la LibRados, à l'API Object Storage bas niveau. Donc ce qu'a fait la communauté Ceph, c'est qu'au-dessus de cette LibRados ont été développés des outils pour afficher des API REST Object Storage, du bloc et du file system. Donc dans ton cas que tu me donnes, si tu me demandes comment est-ce que je fais pour exposer mon Object Storage, je vais ajouter ce qu'on appelle une Rados Gateway, qui elle va être capable de communiquer via la LibRados à mon cluster Ceph pour finalement faire le rôle de gateway et d'exposer mes objets au client. Mon client final, il fait un call API HTTP à la Rados Gateway. La Rados Gateway va traduire ça en LibRados et me transférer l'objet. Ça en arrive sur un second point du coup, qui est par rapport à l'algorithme Crush. Une des spécificités de Ceph, c'est son algorithme Crush, qui va lui permettre de scale. Le client et le serveur, ils vont utiliser le même algorithme de placement. Ah oui, je peux te le dire, mais Crush, c'est un algorithme pseudo-hasardeux de répartition de données. S'il y en a qui Pseudo. comprennent, ça veut dire quoi exactement? Disons que ça permet, dans un monde merveilleux, dans un monde parfait, si j'ai par exemple 3 disques et que j'ai 3 milliards d'objets, j'ai 1 milliard d'objets par disque. Et ça tombe pile poil. Dans les Ouais. faits, on sait très bien que c'est pas le cas. Et que mes données, au final, je vais peut-être en avoir un peu plus sur l'un et un peu moins sur l'autre. Ouais. Donc c'est ça, c'est des pseudo-hasard. Mais grâce à ça, en tant que client, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir calculer la position de mon objet. En tant que client, donc ça veut dire que ça veut dire en tant que client de. Donc par exemple, mon hyperviseur, mon QEMU, lui, il a ou même n'importe quel Linux qui tourne, il va être capable de calculer, d'appliquer l'algorithme Crush et de calculer la position de l'objet. Je m'explique, il va pouvoir prendre en entrée l'algorithme Crush avec ce qu'on appelle une crush map. La crush map, c'est la cartographie de mon cluster. Ok. Donc j'applique l'algorithme, je lui donne en entrée le nom de mon objet, le nom de ma pool et la cartographie de mon cluster, et il va me dire c'est l'OSD 5 qui possède ton objet. Donc moi, en tant que client, tout ce que j'ai à faire, c'est aller joindre l'OSD 5 et lui demander je veux tel objet. Et c'est incroyable parce que moi je viens du monde Hadoop, Mhm. Big Data, il y en a beaucoup qui viennent du monde Big Data et on avait nous HDFS, alors c'est pas de l'objet mais sur le même concept en fait c'est que tu virtualises, tu fais du software defined storage. D'accord. C'est un C'est peu, tout comme c'est un Ceph. peu ça l'idée, hein, comme Ceph. Et en fait, ce que tu avais, c'est que tu avais un name node qui est un peu ton annuaire de où sont tes différents. Alors, c'est du bloc hein, Mhm. pour le HDFS, mais tu as un annuaire de où se trouve ton élément et tu dois passer par cet annuaire-là qui est le name node. Et si tu le perds, en gros, t'es T'es foutu. coincé, tu peux plus récupérer tes Et données. là, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que j'ai pas besoin de passer par cet annuaire-là. Non, finalement, l'annuaire, c'est n'importe quel client. C'est incroyable. Clairement. C'est le côté un peu magique de Ceph. Quand on l'explique, on se dit c'est trop malin, c'est trop simple. C'est trop malin, c'est trop simple, mais alors du coup je me pose une question un peu débile. Mhm. Tu dis ça scale, je fais x2 sur mon cluster, le truc il va rebalancer de malade les objets d'un côté à l'autre. Oui, et c'est un souci, par exemple, de la gestion au quotidien d'un cluster Ceph, c'est que les opérations vont déplacer les objets. Je prends un exemple tout simple, imaginons j'ajoute un disque, ou plutôt 3 parce que j'ai 3 réplicas. Je fais grandir mon cluster, mon nouveau disque il est vide, alors qu'il devrait en fait avoir des données. Alors comment fait le client? Parce que le client il a calculé la clé de répartition, il va venir et puis il n'y a Oui. plus rien. Ce qui va se passer quand il va contacter l'OSD, qui est censé avoir l'objet, Ouais. l'OSD va dire ah en fait non c'est pas moi qui l'ai, parce que je sais que l'objet il est pas au bon endroit, va voir l'OSD un tel.
Et finalement, là, c'est le souci, c'est que Ouais. on a deux choses en même temps qui vont se passer. On va avoir ces requêtes, finalement, c'est double requête, Mhm. puisqu'il faut que je demande une fois au bon, enfin une fois au mauvais, une fois au bon pour récupérer mon objet. Et dans le même temps, j'ai mon cluster safe qui, lui, déplace les données. C'est pour ça qu'on a une importante baisse de performance À la réplication, quoi. dans le rebalance, dans le déplacement Non, des données. rebalance, pardon. Ouais. Oui. Alors, depuis la toute dernière version, il y a quelque chose qui est possible. D'un point de vue, disons, structuration des données, dans un cluster safe, je vais avoir des pools. Donc, si on prend un exemple concret, dans notre offre public cloud, on va avoir une pool pour stocker des disques additionnels, une pool pour stocker des OS, une pool pour stocker des disques routes d'instance. Et dans cette pool, je vais avoir ce qu'on appelle des PG, des placements de groupe. Et dans ces PG, je vais retrouver mes objets. Depuis la dernière version, je vais être capable de dire, ce PG, je veux que tu l'associes à tel OSD. Même si la crush map, normalement, Ah, attends, tu vas un peu vite pour moi. Dans cette pool, oui, tu m'as dit tu vas associer les objects. dans une pool, j'ai des PG, Ouais, et dans une PG, j'ai des objets. ouais. L'algorithme crush, ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il va dire, tel objet, il est dans tel PG, et tel PG, il est associé à tel OSD. Quand je vais agrandir mon cluster, j'ai des PG qui sont censés se déplacer. Les données, en fait, elles bougent pas par objet, elles bougent par PG. Elle bouge par groupe en fait. Tu fais Oui. bouger un groupe d'objets. Oui. Si tu fais des grappes d'objets, quoi. Oui, si on n'avait pas ces PG, finalement, gérer tous les objets en tant que tel d'un seul bloc, ce serait trop. Quoi. Et on ne pourrait pas gérer objet par objet. C'est comme des directories en quelque sorte. Quoi. Oui, d'ailleurs, quand on utilise FileStore, physiquement, on voit qu'il y a un répertoire par PG. Donc, depuis la toute dernière version, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'au moment de. On va ajouter ces disques dans le cluster, on va être capable de lui dire fige, entre guillemets, fige ma crush map, et même si j'ajoute des disques, je veux que les PG, je veux qu'ils restent sur l'OSD où il est actuellement. Et tu les débloques au fur et à mesure, Voilà. un à un, pour éviter d'encombrer ton trafic. Exactement, on va pouvoir déplacer un à un mes PG. Parce que donc, ça, c'est une version qui est récente, qu'on n'utilise pas encore en production. On est en train de la tester. Mais actuellement, ce qu'on est obligé de faire, c'est qu'on ajoute nos disques avec un poids. Chaque disque a un poids, donc typiquement un disque de 2 Tera, on va lui donner un poids de 2. Ça va permettre de répartir les données, et que si j'ai un disque de 6 Tera et un autre de 2 dans mon cluster, celui de 6 Tera, en théorie, est 3 fois plus de données que mon disque de 2. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute des disques vides, et peu à peu, on augmente le poids, donc par exemple d'1/10. Donc on se retrouve des fois avec des agrandissements de clusters qui vont durer une semaine, et qui vont en avoir quasiment aucun impact sur le service, puisqu'on va avoir une infinité d'objets mal placés. Mais le souci, c'est que du coup, quand je fais mon premier agrandissement via le poids, j'ai des objets qui se déplacent, puis au deuxième, j'ai une partie de ceux-là qui vont encore se déplacer, Ouais. alors que ce nouveau système, mes objets, mes PG vont pouvoir directement aller au bon endroit. Ok. Je vais gagner en temps d'opération et même en simplicité. Je te pose la question tricky du mercredi. Oui. Disque plateau ou SSD? Alors, tout va dépendre des besoins. Et je peux peut-être même améliorer ta question tricky. Vas-y. Quand on stocke dans Ceph, il y a deux façons de stocker les données. Soit on fait du réplica. Donc finalement, j'ai un objet, je le stocke 3 fois. D'ailleurs, on ne fait jamais de répliquer par 2, c'est très très mal. Et on fait toujours par 3 le réplica. Ou alors, je peux aussi faire ce qu'on appelle de l'erasure coding. Donc, si, imaginons, j'ai une image, un objet. Je la divise en 10 parties. Et je vais avoir à côté, par exemple, 3 parties de checksum. L'idée, c'est si je perds 1, 2 parties, je vais être capable de combler, de recréer les parties manquantes. À partir, parce que tu l'as. Alors, reprenons l'image. Elle fait 100 mégas. D'accord. Tu la divises en 10, oui. Donc tu as 10 bouts de 10 mégas. En effet. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Ce découpage? Bah, pas que le découpage, tu me parles de la checksum. La reconstruction. Ouais, la reconstruction. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 3 autres checksums de 10 mégas également. Ouais. Et grâce à ces checksums, à ces sommes de contrôle, si jamais je perds un bout, je vais pouvoir recalculer la partie manquante. Comme sur du RAID, par exemple. Comme sur du RAID, oui. Ok. L'avantage, quand je fais un réplica 3, j'ai ce qu'on appelle un overhead de 200%. Puisque mon image, qui vaut 100 mégas, je la stocke pour 300 mégas. Donc j'ai 200 mégas de stocker en trop finalement. Quand je fais de l'erasure coding et que j'ai par exemple 10 morceaux de données et 3 morceaux de checksum, j'ai plus que 30% d'overhead. Ma donnée qui fait 100 mégas, elle me coûte 130 mégas à stocker. Ok. L'avantage de la réplication, c'est plus de performance. Mon objet, finalement, il est en un seul morceau, je le contacte une fois et c'est fini.
Alors que si je suis si je suis sur un Erasure Coding, il faut que je récupère mes 10 morceaux, que Et je les reconstitue. réassemble. Ouais. C'est beaucoup plus pénalisant. Alors c'est pénalisant, oui et non. C'est pénalisant sur les petits objets. Si je fais par exemple du backup, j'ai tout intérêt à mettre ça sur de l'Erasure Coding, puisque T'as peu de lecture en théorie, quoi. oui aussi, mais c'est surtout que c'est cet effort de rassembler les morceaux, d'ouvrir mes 10 connexions plutôt qu'une sur un objet volumineux, c'est beaucoup moins important. Donc c'est un problème de latence, Oui, par des exemple. latences par exemple, plus Oui, le problème du calcul, de la reconstruction. Elle se fait où la reconstruction? Elle se fait au niveau du client ou elle se fait au niveau au d'un niveau nœud du qui est master? serveur. Donc c'est les C'est OSD. celui qui avait l'OSD, le Oui, pointeur, en gros, qui va charger aussi la reconstruction, quoi. oui. Donc t'as pas répondu à ma question. Du coup, Discussion ou HD, SSD? donc tout va dépendre des use cases. Ok. Euh, un exemple concret, si on fait de la base de données, on a tout intérêt bien sûr à avoir des SSD. Il y a des gens qui font de la base de données. Alors j'allais dire que de base, c'est pas forcément le meilleur C'est pas un besoin. bon use case quand même. Tout dépend de la taille de la base. Ça dépend de la taille de la base. Ok. Si on a une base qui peut tenir sur un serveur, donc 3 pour avoir de l'UHA, on a tout intérêt en effet à avoir du stockage en local. C'est pas que c'est pas performant, c'est que le coût pour avoir un cluster safe performant équivalent va être énorme. Mhm. Alors que si je veux avoir une base de données performante, ce sera beaucoup moins cher. Aujourd'hui, je prends un NVMe dans un ordinateur portable, je peux faire 500 000 IOPS. Si je veux faire 500 000 IOPS avec un cluster safe, ça va me coûter très cher. C'est plus une question de bon sens finalement la base de données. Donc HDD ou SSD. Le mec il va pas lâcher. C'est quoi le use case pour le HDD? Le backup par exemple? Et le SSD? Alors oui, par exemple le backup c'est parfait. On fait du Donc de HDD, l'archive en fait. l'archivage avec l'Azure Coding, c'est nickel. Après il y a aussi une solution un peu intermédiaire, c'est d'utiliser du cache. Donc, je peux très bien avoir mes disques plateaux pour stocker mes données et avoir un SSD pour gérer la partie cache. Donc Ceph a un système de cache intégré. Ou alors on peut faire ce que par exemple nous on fait, on utilise ce qu'on appelle flash cache, qui va nous permettre de créer une partition composée d'un disque plateau et d'une partie du NVMe SSD pour exposer finalement un seul volume. Et là c'est le kernel qui va gérer les IO et décider ce qui va aller en cache ou non. C'est un truc C'est de malade, c'est vachement monstrueux. c'est une techno Facebook qui est plutôt chouette. Bon, il y a beaucoup d'alternatives qui existent. Ok. Il y a combien de contributeurs aujourd'hui sur Ceph? Je ne sais pas. Tu sais pas? Oh, On peut aller voir si tu veux. on peut aller voir. Ce serait cool. On y va en direct. Regardez ça. D'ailleurs, le dépôt Ceph qui est quand même plutôt actif, j'ai été assez surpris de voir qu'hier il y avait quand même 150 dépôts dans le dépôt Ceph. Donc il y a déjà du Ansible, des conteneurs, des... Il y a beaucoup de choses pour la partie automatisation, notamment sur Ansible et Salt. Il y a T'as aussi... 93 000 commits, Ah bah 720 contributeurs, 270 releases. Ah ouais, c'est actif, hein. C'est un sacré truc. 620 pull requests en attente. Je voulais pas le dire aussi. Ah bah je le Oui, dis, hein, et je quelques balance. pull requests. Il y a quelques pull requests en attente. Aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt d'aller construire un cluster Ceph quand tu peux déjà avoir du Swift qui est déjà intégré à OpenStack? Alors, si on ne souhaite proposer que de l'object storage, Ceph et Swift vont être extrêmement similaires. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de la Rados Gateway sur Ceph. Sur Swift, il y a ce qu'on appelle le proxy, qui est exactement le même principe. Il y a quand même deux grandes différences entre Ceph et Swift. Swift est ce qu'on appelle Eventual Consistency. Alors, Eventual Consistency, c'est un faux ami. Eventual, ça ne veut pas dire éventuellement, mais ça veut plutôt dire ce qui va finir par arriver. C'est-à-dire que mes données, elles vont finir par être consistantes. C'est-à-dire que si j'ai 3 réplicas, je sais que dans le temps, alors c'est très rapide, hein, mes 3 objets vont être identiques. En revanche, Ceph, lui, il est Strong Consistency. C'est-à-dire que quand j'écris mes données, quand le cluster Ceph me dit ta donnée elle est écrite, je suis certain qu'effectivement mes 3 réplicas de données ont bien été écrits. Ah oui, ça fait une méchante différence quand même. Alors, oui, mais c'est la même chose en fait, tout dépend des use cases. Je vais prendre un exemple. Admettons, je fasse de l'object storage et je décide de stocker, je décide de mettre à jour une image sur mon site internet. Que j'ai de l'eventual consistency, si vraiment c'est pas un souci parce que si pendant une demi-seconde j'ai une toute petite partie de mes clients qui ont une image qui n'est pas à jour sur mon site, c'est pas un problème. En revanche, si je fais de la base de données, là j'ai tout intérêt à avoir la strong consistency. Donc finalement on en revient C'est toujours au deux même. use cases différents. C'est deux use cases complètement différents. Et même dans, alors faudrait creuser, mais par exemple
Je pense que Swift est consistant sur les écritures. C'est-à-dire que quand j'écris une donnée, si je la récupère, étant donné qu'il n'y a qu'une seule version de mon objet, je peux récupérer que la dernière. En revanche, si je fais une mise à jour ou une suppression de données, quand je fais mon call API REST, quand je supprime une donnée, on va me dire oui, bien sûr, la donnée a été supprimée. Dans les faits, c'est pas vrai. Je peux faire un get d'une donnée supprimée, puisque ce qui va se passer, c'est que il y a un petit robot qui fait le ménage de temps en temps et Tu qui parles de passe. Swift là Là, je parle de Swift, oui. Mais alors, il y a bien une base de données qui a les métadatas pour Swift. Oui. Mais est-ce que quand tu dis delete, c'est pas suppression d'entrée au niveau de la metadata et après le robot qui passe? Pour moi, ça fait les deux. Ça fait les deux? Ça fait longtemps que ça fait 2 ans que je me fais Swift, mais Là, je t'ai posé une colle. oui. Parce que moi, si je devais le faire comme ça, je supprimerais au niveau du Metastore En fait, pour qu'il soit plus accessible depuis le front et je ferai le ménage après. oui, mais c'est même pas si simple que ça parce que les métadatas dans Swift sont gérés dans une base de données SQLite. Et quand Pardon, j'ai on mal a, aux oreilles. et quand Excuse-moi, on ça saigne. a, Ça saigne. quand on a ce qu'on appelle un conteneur, en endroit où je mets mes objets, qui a des dizaines de millions d'objets, bah, finalement manipuler ce petit SQLite, c'est pas si simple que ça. Ouais, j'ai les oreilles qui saignent encore. Je vais m'essuyer les oreilles. Mais ça fonctionne très très bien Swift, hein. C'est une super techno. Ah non, j'ai pas dit que c'était mauvaise techno. Et tout ça, là, ce que tu me racontes, est-ce que tu as une idée un peu du nombre de clients qui l'utilisent, enfin, on va dire de clients ou de sociétés qui l'utilisent, et puis à quelle proportion ils l'utilisent, c'est quoi la taille, par exemple, soit chez vous au VH, mais soit ailleurs. T'as pas des chiffres un petit peu là-dessus? Alors il y a quelque chose d'intéressant qui a été fait l'été dernier, donc en milieu d'année 2018. Il y a un sondage qui a été fait au sein de la communauté. On a tout simplement demandé aux gens ce qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient de leur cluster Ceph, combien de disques ils avaient, quels OS ils utilisaient, ce genre de choses. Donc il y a quand même beaucoup de gros utilisateurs. Quand je dis gros utilisateurs, c'est les entreprises qui ont plus de 5 pétas, ça sont nombreuses. Après, toutes les entreprises, bien sûr, n'ont pas répondu. Euh, Il n'y a pas non plus cette culture du secret au sein de la communauté. Enfin, en tout cas, je ne le ressens pas. Les gens communiquent facilement, font beaucoup de retours d'expérience. Je prends un exemple, nous par exemple, on fait une offre public cloud, on fait des conférences, et il y a aussi Digital Ocean qui a fait aussi un retour d'expérience. Donc c'était rigolo de voir que finalement les soucis qu'ils avaient rencontrés, on avait rencontré la majorité d'entre eux aussi. Euh, on n'a pas forcément les noms sur les sondages, on ne sait pas qui a répondu. En revanche, effectivement, on a des chiffres. Donc là, par exemple, la, la plus grosse réponse, ce serait 80 pétas. Ça commence à être sympa. Oui, alors c'est, je pense, un réparti sur plusieurs clusters Ceph. Par exemple, nous, donc là, au sein d'OVH, on doit avoir actuellement 55 pétas de mémoire de capacité. Ça fait à peu près 22 000 disques et 2000 serveurs physiques. Donc on a une centaine de clusters en production, 200 clusters en production, avec différentes versions. On a toujours utilisé la version communautaire. La chance qu'on a, c'est qu'on est une équipe de 8 personnes et qu'on a même un core dev au sein de l'équipe. Donc une personne qui passe son temps entre des commits upstream et pour des besoins internes, par exemple faire du bench de matériel ou du debug de choses fines. D'où viennent, je sais que c'est anonyme, mais bon, tu dois quand même savoir un petit peu d'où ça vient. Vous voyez pas, mais il a un sourire parce qu'il n'ose pas dire. C'est principalement chinois, tu me disais en off, il y a beaucoup de grosses boîtes chinoises qui l'utilisent. Alors déjà, il y a beaucoup de contributeurs chinois en effet sur le projet Ouais. Ceph. Là, dans le sondage, le premier utilisateur, c'est l'Asie-Pacifique. Donc, effectivement, on peut se douter, Ouais, on peut se douter quand on même. peut imaginer qu'effectivement les plus gros clusters sont en Chine. Après, je pense que c'est une excellente chose. C'est aussi ce qui fait qu'on a une communauté qui est riche. On a des entreprises de tout horizon, des besoins différents, mais on a tous cette envie d'améliorer le projet et ça, c'est chouette. Parce que là, s'il y a donc des sociétés chinoises qui se mettent derrière, ça représente une énergie assez incroyable. On l'a vu avec. C'était la semaine dernière, je pense, ou il y a 2 semaines, le rachat de Flink par Alibaba. Donc on sait que c'est des sociétés qui font pas beaucoup de bruit, enfin on les entend pas beaucoup, mais qui ont une activité très très forte, hein. Ça faisait longtemps qu'on voyait Alibaba contribuer fortement à Flink. Et donc là, par contre, tu me dis que tu sais pas quelle société, mais c'est probablement des cloud providers chinois ou des grosses sociétés chinoises qui peuvent être derrière. Et donc il y a des bonnes contributions, j'imagine, qui viennent de Chine. Oui, ils font, donc, par exemple, la première c'est Falcon, donc la conférence annuelle Ceph, a eu lieu en Chine l'année dernière. Il y a vraiment une grosse communauté. Après, par rapport aux use cases, on va très souvent retrouver en fait des clouds, alors, internes ou privés ou publics, mais très souvent de l'OpenStack.
Un peu aussi de CloudStack et d'OpenNebula, mais c'est quand même beaucoup plus rare. La deuxième grosse utilisation de Ceph qu'on va retrouver, c'est dans Kubernetes, OpenShift. Oui. Via quoi? Vous dire Rook.io, des choses comme ça? Alors les deux finalement. Rook, c'est un outil qui permet de déployer du stockage pour Kubernetes, sur du Kubernetes. Et une des possibilités offertes par Rook, c'est d'utiliser Ceph. Mais alors, à ma connaissance, actuellement, Ceph et Rook sont un peu comme les solutions par défaut open source pour proposer du stockage persistant sur conteneur. Et sur les... là, j'ai le sondage sous les yeux, on pourrait le mettre dans les show notes, mais je regardais les use cases. Dans les use cases, tu as énormément de use cases sur l'archivage. Ça a l'air d'être le premier. La virtualisation de l'archivage. Et le troisième, j'avais l'impression que c'était Big Data and Analytics. Alors, par rapport à l'archivage, c'est rigolo parce que c'est quelque chose... En fait, je m'étais jamais posé la question. Et par exemple, on retrouve beaucoup de caméras de surveillance. Des entreprises qui proposent des appliances physiques de stockage de caméras de surveillance parce qu'ils doivent garder les bandes pendant des mois et des mois. Et donc, ils ont des gros besoins de stockage. Et en plus, le fichier est énorme. Oui. Et donc, ça répond bien... L'object storage, dans ces cas-là, est vraiment idéal. Clairement défini. Et alors, il y a Big Data and Analytics. J'ai vu dans les use cases, qui sont pas mal décrits. T'en sais un peu plus là-dessus ou pas trop? Non. Moi, je sais on peut faire du Ceph on Spark. Ouais, je sais qu'il y a sur la documentation de Ceph, il y a toute une partie sur Hadoop, comment associer les deux. En interne, on n'a jamais eu ce besoin, donc je saurais pas dire. En interne, on fait du HDFS et dernièrement, on est parti sur du Swift. Bah, Swift, forcément. Regarde avec les gros yeux. Ah non, pas du tout. Non. Swift, moi, c'est sentimental aussi, parce que j'ai travaillé dessus, mais c'est une super techno. C'est une super techno, ouais. En plus, l'avantage de Swift, c'était effectivement la compatibilité directe avec OpenStack. Donc on peut rester un peu dans le même univers. Ça dit, du Ceph, je sais qu'on l'utilise beaucoup pour nos backups de DB et de choses comme ça aussi. C'est un des très gros use cases. C'est des use cases différents comme tu l'exprimais avant. Oui, c'est une question aussi de simplicité. Tout dépend des besoins. Après, par rapport à l'intégration avec Ceph, on peut intégrer Ceph à Keystone, donc la brique d'authentification d'OpenStack. C'est possible par défaut. C'est pas non plus complètement distinct. Donc tu es en train de me dire que tu vas venir dans les équipes et que qui va me faire une démo. Non, c'est plutôt que actuellement, finalement, par rapport à ce qu'on fait à OVH, on a Swift pour la partie Object Storage, parce que historiquement, on a toujours utilisé cette brique OpenStack et qu'elle est beaucoup plus mature au sein d'OVH aussi. On doit faire du Ceph depuis à peu près 5 ans, je pense, alors qu'OpenStack Swift, on est plutôt sur 7 ans, je pense. D'accord. Est-ce que la communauté, quand tu vois la maturité de la communauté, elle est à peu près similaire ou... C'est à peu près la même dynamique ou... Non, Ceph est quand même beaucoup plus dynamique. Mais Ceph, c'est différent aussi, puisque Swift ne répond qu'à une partie de Ceph. Donc c'est normal aussi, finalement, d'avoir moins de choses. Ouais. La grosse différence aussi, c'est que Swift est supporté par l'entreprise SwiftStack. Donc c'est vraiment un projet dirigé par une entreprise. Là où Ceph, c'est la fondation Ceph. Donc on est plus dans la logique Linux Foundation, des choses comme ça. Ouais. C'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. Il faudrait que je regarde les connecteurs Spark. Sur Swift, il y avait encore des améliorations à faire. Je pense que ça s'améliore de plus en plus. C'était les librairies Java qui étaient pas complètement optimales aujourd'hui sur les accès en fait à Swift. Ça répond bien, mais il y a des optimisations encore à faire. Et peut-être que maintenant, alors Ceph étant rentré dans Red Hat, qui lui est rentré dans IBM, et IBM poussant Spark à fond, c'est peut-être pas impossible qu'on voit des très fortes intégrations avec Spark dans le futur aussi. J'espère. On verra. J'espère que la communauté fera ce qu'il faut. Bon, merci à tous, et puis merci beaucoup Étienne. On espère te plaisir. revoir prochainement pour reparler stockage. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Où est-ce qu'on peut te suivre, Étienne ? Sur Twitter, Mingui Etienne. Mingui Etienne. Tu fais pas des choses un petit peu folkloriques comme certains autres. Non. Merci à tous, excellente journée. Merci toi aussi, bonne journée.
Un petit message pour vous dire que vous pouvez nous retrouver sur le Slack de Big Data Hebdo. Désormais, Data Buzzword est associé à Big Data Hebdo dans le Slack, dans le channel Data Buzzword. On mettra le lien du Slack dans les show notes. À la semaine prochaine.